venons-en à notre invité de ce matin, député de Chicoutimi-Le-Fjord du nouveau Parti démocratique, Dany Morin. Merci, Dany, d'être là encore cette année. Comme on le dit au centre de presse, les élus, vous voulez être élu, venez vous asseoir une fois par année au centre de presse. Donc, Dany qui a encore une fois accepté l'invitation d'être là. Donc, je te cède la parole, Dany, pour l'ouverture habituelle. Par la suite, on va passer aux questions. La première question ira à Louis-René Ménard de Radio-Canada. Donc, Dany... C'est bien 10 minutes, hein? Ouais, 8-10 minutes. Le rendu à 12-13, on va avoir un coup de pied dessus de la table. C'est correct. Mais pas plus de problème que ça. Donc, merci d'être là et à toi la parole. Oui, monsieur Lafont. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Surtout que c'est un cercle de presse là, qui est quand même symbolique. Après 2 ans et demi, on pourrait qualifier ce cercle de presse-là de cercle de presse de mi-mandat. Alors, quand on parle mi-mandat, on regarde les réalisations des 2 dernières années et demie et aussi on est tourné vers l'avenir. Et particulièrement dans la dernière année, il y a plusieurs raisons d'être fier là, de pouvoir représenter les gens ici de Chicoutimi-Le-Fjord. Puis donc, vous êtes déjà au courant de ces dossiers-là, mais je vais quand même les ramener là, lors de ma présentation. Vous savez que nos services de proximité sont beaucoup attaqués par le gouvernement conservateur au cours des dernières années, que ce soit des bureaux de poste, le bureau de poste de Jonquière, de Port-Alfred ou même de Chicoutimi-Nord. Le gouvernement conservateur veut fermer ces bureaux de poste-là et souvent pour des mauvaises raisons. Alors, c'est pour ça que je suis très, très fier que durant le mois de juillet, on s'est battu, pas seulement moi en tant que député fédéral, mais en tant que collectivité à Chicoutimi-Nord, pour garder notre bureau de poste ouvert. Parce que les gens, tout le long de mon mois de porte-à-porte que je faisais au mois de juillet pour d'abord informer les gens à la maison que leur bureau de poste allait fermer, car croyez-moi, même avec vous, les médias qui couvraient ce genre de nouvelles-là, il y a des gens qui suivent pas la nouvelle. Alors, il y a des gens qui n'étaient pas au courant que leur bureau de poste allait fermer. Il fallait évidemment les sensibiliser à l'enjeu. C'était pas très, très compliqué. Et là, les gens ont embarqué dans le mouvement là, de protestation afin de garder le bureau de poste ouvert. Et si je vous mets au défi de regarder à travers le Canada des bureaux de poste qui sont restés ouverts après la période de consultation, les 30 jours, on a fait nos devoirs en tant que bureau. On a été en contact avec les gens de Poste Canada pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour que la population garde leur bureau de poste. On a exécuté. La population était derrière nous. C'était pas un combat qui se faisait seul, évidemment, mais on a eu cette belle réalisation-là pour maintenir des services de proximité à la population. Ensuite, quand on parle du gouvernement conservateur, c'est beaucoup on ne se cachera pas, gouvernement majoritaire, peu d'ouverture. Alors, il faut choisir ses combats. Et les combats, c'est beaucoup des combats de David contre Goliath. Mais comme David peut gagner, j'ai réussi personnellement à faire plier le gouvernement conservateur à 2 reprises. D'abord, vous savez que dès le débat là, des candidats de 2011 à Radio-Canada, je m'étais positionné en faveur d'avoir des douanes à l'aéroport de Bagotville. Ça, c'était un travail de longue haleine où est-ce qu'il y a eu du travail en coulisses, de la pression faite auprès de Denis Lebel, auprès du gouvernement conservateur, des déclarations en chambre, une campagne de mobilisation de la population avec onveutdesdouanes.ca. Et pendant 2 ans, ces processus-là s'est écoulé. Et là, comme vous le savez, pour ceux qui avaient eu des entrevues avec Denis Lebel à ce sujet, à chaque fois, il fermait la porte. Soit il mentionnait que la porte était fermée, soit il rabaissait le projet en disant que ça allait seulement envoyer des touristes à l'extérieur de la région qui allaient dépenser leur argent plutôt que la mettre dans l'économie régionale. Bref, à chaque fois je vantais le projet, que je mentionnais les bons arguments en sa faveur, Denis Lebel rabaissait le projet jusqu'au jour où, en juin dernier, il a approuvé le projet. Donc, du moins, je suis content qu'on a réussi à faire plier, parce que c'est un projet que les douanes à Bagotville, même si, je suis d'accord, on a des douanes partielles, c'est un projet pilote d'1 an, ça va bien. Ça va bien. Même la semaine passée, j'ai parlé au directeur de l'aéroport et il est très confiant que le projet pilote va se maintenir là, encore là, après la période, après le mois de juin, où est-ce que le 1 an va se terminer. Mais évidemment, c'est seulement une phase 1. C'est seulement une phase 1 parce que présentement, on n'a pas encore des vrais avions de touristes là, qui viennent de la France, de la Belgique, de la Suisse, parce qu'on sait que ces pays-là veulent découvrir le Québec nature, veulent venir dans notre région, mais c'est très compliqué pour eux. Donc, évidemment, avec les douanes partielles qu'on a, c'est une première étape, mais je suis confiant qu'on va maintenir le projet pilote, puis aussi
que les chiffres, les données qui vont avoir été faits, parce que le directeur de l'aéroport fait un très bon travail de démarchage pour informer les compagnies aériennes de ce nouveau service-là. Je suis confiant que les chiffres vont démontrer qu'il faut l'élargir, qu'il faut aller avec des avions de plus de 30 passagers. Et là, ça va être payant. Ça va être payant parce que ces touristes-là étrangers, internationaux, ont beaucoup d'argent, vont venir dans notre région, les dépenser en hôtel, en restaurant et en activités touristiques. Et là, ça, c'est très, très payant dans le développement économique, touristique pour notre région. Alors, donc ça, c'est une belle réalisation. Plusieurs personnes, justement, n'ont pas cru au projet. Puis même là, c'est un projet que j'ai été le dernier à porter le flambeau, mais écoute, autant à la mairie que d'autres députés à travers le temps ont supporté le projet. Il y avait seulement Denis Lebel qui, pendant 2 ans, faisait la sourde oreille. Mais encore là, comme je mentionnais, David contre Goliath, on a réussi à faire plier le gouvernement conservateur là-dessus. Et une troisième victoire qui est encore, puis qui me tient très, très à cœur aussi. Comme vous le savez, chaque député fédéral, lorsqu'il est élu, a durant son mandat un projet de loi qu'il peut débattre à la Chambre des communes. Et j'avais choisi, il y a 2 ans, de trouver de quelle façon le fédéral pourrait aider nos jeunes qui vivent de l'intimidation, et particulièrement de la cyberintimidation qui tombe dans la juridiction fédérale, de ce fléau, qui prend de l'ampleur autant en intensité qu'en fréquence. Pourtant, c'est un enjeu non partisan. C'est un enjeu non partisan où ça touche là, des jeunes de partout au pays, que ce soit dans une circonscription néo-démocrate, libérale ou conservatrice, que ce soit au Québec, en Nouvelle-Écosse, dans le Nord canadien ou même en Alberta. Mais c'est pour ça que j'ai déposé ma stratégie nationale de prévention de l'intimidation au printemps 2012. Et j'avais quand même reçu une bonne réponse, là, parce que si vous l'avez lu, c'était assez non partisan comme approche, où est-ce que cette stratégie-là allait être développée avec les différents partis à Ottawa pour qu'on puisse chacun mettre nos meilleures idées et mettre la partisanerie de côté pour les jeunes. Et ensuite, le projet a été débattu à la Chambre des communes en octobre 2012. Et malheureusement, le gouvernement s'est un petit peu buté. C'était un petit peu buté à faire adopter un projet de loi néo-démocrate, là, ce qui est très, très rare. Donc, pour des raisons de partisanerie, les conservateurs ont décidé de voter contre. Mais ils m'ont quand même assuré par après qu'elle allait proposer leur propre initiative de stratégie de prévention de l'intimidation. Et justement, en juin dernier, la première étape a été déposée, où est-ce qu'il y a un partenariat avec la Croix-Rouge a été annoncé avec le gouvernement canadien pour former des jeunes à devenir des leaders dans leur propre communauté afin qu'ils puissent un peu outiller les jeunes qui vivent l'intimidation. Et là aussi, à l'automne, le gouvernement conservateur va, justement en s'inspirant de ma stratégie nationale de prévention de l'intimidation, va mettre de l'avant un projet de loi qui va couvrir quand même plusieurs aspects de la cyberintimidation, dont le partage là, de photos privées là, sans le consentement de la personne. Parce que malheureusement, là, avec l'ère numérique, là, des photos qui peuvent être prises dans l'intimité là, d'un couple, d'un jeune couple, ou même à la maison, une fois que c'est rendu sur Internet, ça se répand. Puis malheureusement, il y a des gens mesquins qui utilisent ça contre la personne, puis des fois, ça pousse les gens à avoir une grande détresse psychologique et malheureusement au suicide. Donc ça aussi, c'est un bref, si je reprends ce dossier-là dans son entier, je suis très, très fier du travail que j'ai fait au cours des 2 dernières années pour sensibiliser le gouvernement, parce que peut-être qu'on n'en a peut-être pas parlé beaucoup dans la région lorsque je prenais la parole à chaque fois sur ce sujet-là, parce qu'au cours des 2 dernières années, malheureusement, là, il y a plus de 5 jeunes à travers le pays qui se sont enlevés la vie et qui étaient victimes de l'intimidation. Ça, c'est seulement le sommet de l'iceberg. Puis à chaque fois qu'il y avait malheureusement cette grande tragédie-là, je demandais au gouvernement, je me levais en chambre, je demandais au gouvernement qu'est-ce que vous allez faire là-dessus. Est-ce que vous avez un projet de loi à proposer? Proposez-le. Puis sinon, même après que mon projet de loi a été défait, c'est comme le temps presse, chaque jour compte. Il faut mettre il faut baliser un petit peu ce qui se passe sur Internet par rapport à l'intimidation. Alors, donc, pour en résumer, ça vaut la peine en tant que membre de l'opposition
même si on ne fait pas partie du gouvernement, de prendre des chevaux de bataille. Puis c'était le cas avec la cyberintimidation, afin de protéger. Même si en bout de ligne, le gouvernement va avoir mis sa propre stratégie de l'avant, ils m'ont assuré que ça n'allait pas seulement mettre l'emphase sur la criminalisation, mais sur la prévention. C'est ça qui me tient beaucoup à cœur avec ce sujet-là. Donc ça, c'est un peu la partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder mon temps, que je ne vais pas trop... Ah mon Dieu, ça fait... Comment ça ressemble à ça? Ben, je vais juste... avec la dernière minute qui me reste, dans ce cas-là, vous avez plein de questions, là, je suis persuadé. Je vais terminer avec... on est tourné vers l'avenir. Et donc, avec les 2 ans qui restent, mes projets majeurs que je vais présenter, parce qu'il faut justement que je vous les présente en bonne et due forme, mais pour vous donner un avant-goût, les deux sujets que je vais travailler beaucoup au cours des 2 prochaines années, c'est le dossier de la foresterie. Trouver les façons pour le gouvernement fédéral d'en faire plus pour notre foresterie. Et que ça soit, sans trop m'avancer, au pire, vous aurez des sous-questions que je vais pouvoir, dans les limites là, de l'avancement de ces projets-là respectifs, là, parce qu'il y a un gros travail de concertation où est-ce qu'il faut consulter l'industrie forestière de la région. C'est pour ça que je profite de chaque opportunité qu'on a de ce temps-ci de rencontrer les acteurs dans ce dossier-là pour que le fédéral puisse davantage aider notre foresterie, évidemment dans les limites de ses juridictions. Et aussi, la protection des eaux dans le fjord du Saguenay est très, très importante à mes yeux. C'est un dossier aussi là, que je parle depuis deux ans, mais qu'on va se mettre en mode solution bientôt. On sait encore que il y a quelques municipalités qui déversent leurs eaux usées dans le magnifique fjord du Saguenay. On sait qu'on veut reconnaître ce site-là par l'UNESCO, mais tant aussi longtemps qu'on va avoir cette tâche-là, où est-ce qu'on va déverser les eaux usées, ça va nuire au dossier. Donc, il faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut vraiment s'attaquer là, à ce projet-là. Et c'est probablement grâce avec un règlement qui a été mis en place en juin 2012. On n'en a pas parlé dans la région beaucoup, mais c'est un dossier qu'on travaille au bureau puis qu'on va présenter en temps et lieu. Le gouvernement fédéral a annoncé le règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées. C'est un nom assez long, mais qui vise à rehausser à travers le Canada le rejet là, des eaux usées dans nos lacs et rivières. J'achève, n'inquiète pas. Et malheureusement, il n'y a aucune spécification dans ce règlement-là par rapport quand ces eaux-là usées sont déversées dans des sites, dans les sites des aires protégées, comme c'est le cas avec notre parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Alors, ça va être un projet aussi que je vais vous parler bientôt. Merci. Je vais te donner du café. Ah, merci. Merci. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Tel qui annonce tout le... Trop de retour de son, toujours est-il. Première question, telle qu'annoncée, sera à Louis-René Ménard de Radio-Canada et par la suite à Jean Laflamme, on va dire organisateur politique. Jusqu'à la prochaine campagne électorale. Donc, Louis-René Ménard, Radio-Canada. Oui, M. Morin, hier, votre collègue, le ministre des Finances, a annoncé que le gouvernement canadien allait peut-être... on anticipait un surplus d'à peu près 3,6 milliards, 3,7 là, pour la prochaine élection fédérale. Il semble que, en tout cas, ça pourrait être une bonne nouvelle, mais est-ce que, justement, ça va être une bonne nouvelle pour les Canadiens? Ça va être une bonne nouvelle pour les chômeurs? Ça va être une bonne nouvelle, ou strictement, ça va être une bonne nouvelle pour le gouvernement conservateur dans 2 ans, lors de la prochaine campagne électorale, ce surplus-là, là? Il y a des raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral prévoit des surplus. Et malheureusement, c'est sur le dos des travailleurs. C'est sur le dos quand je dis des travailleurs, c'est pas seulement les travailleurs de la fonction publique qui ont été à travers le Canada, là, mais entre autres dans notre belle région, qui ont été mis dehors. Et écoute, je peux faire référence là à la vingtaine de fonctionnaires que leur poste a été aboli au centre d'archivage de Jonquière afin d'envoyer ces emplois-là dans le privé aux États-Unis. Ou sinon, il y a plein de fonctionnaires là, surtout dans la région d'Ottawa, mais même dans la région qui perdent leur emploi, que leur poste est aboli, qu'on déplace, qu'on ferme des bureaux, qu'on les centralise. Mais évidemment, le but, il y a des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Donc, on affaiblit notre fonction publique, donc le service public à la population. Et c'est là qu'on fait des économies là, à ce niveau-là. Et aussi, avec la réforme de l'assurance-emploi, ça a été démontré là, que
l'année passée, on avait moins... Justement, le gouvernement a reçu les cotisations des employeurs et des travailleurs, mais j'ai pas les chiffres avec moi, je m'en excuse, là, mais ils ont redonné moins aux travailleurs qui faisaient les demandes. Puis ça, c'est en restreignant l'accès à l'assurance emploi. On sait qu'il y a seulement 4 personnes sur 10 qui cotisent pour l'assurance emploi, qui, lorsqu'ils font une demande, ont accès à cet argent-là. Alors, le gouvernement fédéral s'enrichit sur le dos des travailleurs, autant les travailleurs saisonniers dans notre région que les fonctionnaires. Oui. Certains pensent qu'il pourrait annoncer en prévision de la prochaine élection des baisses d'impôts, un fractionnement de l'impôt des ménages. Ça pourrait être difficile pour le NPD de faire une campagne face à un gros surplus financier que va se vanter le gouvernement un peu. Là. Dans 2 ans. Là, pas vraiment. Vous allez faire quoi face à ça? Là? Pas vraiment, parce que justement, le NPD est reconnu comme un parti qui prend soin des gens, que ce soit les gens les plus démunis ou les gens de la moyenne, contrairement aux conservateurs qui, eux, récompensent là, surtout les gens plus fortunés dans notre société. Alors, tant mieux. Si le dernier bilan économique là, du gouvernement dit qu'on a telle marge de manœuvre pour faire des annonces dans une campagne électorale, mais dans ce cas-là, c'est pas le manque d'idées là, au sein du NPD là, pour rendre la vie plus abordable là, aux Canadiens. Donc, évidemment, on va, avec la marge de manœuvre qui va être raisonnable, parce qu'au sein du NPD, on est raisonnable, il faut respecter le cadre financier qu'on a. Si on a un cadre financier favorable, et dans ce cas-là, on va pouvoir proposer des idées que la population va pouvoir embrasser davantage que le Parti conservateur avec leur coupure d'impôts, qui ne sert que les gens plus fortunés. Merci. Prochaine question, M. Laflamme. Par la suite, Bertrand Tremblay. M. Morin, vous avez beaucoup d'influence dans le comté. Dans votre exposé, on a vu que vous aviez gagné certains points. J'aimerais savoir, comme député du Chicoutimi-Le-Fjord, vous savez actuellement qu'on a un projet majeur dans la région pour les miniers, les ressources aériennes. Alors actuellement, il y a un problème qui se pose actuellement, des pour, des contre. Avez-vous l'intention de vous impliquer? Parce qu'on voit ce qui est arrivé dans le Grand Nord, il y a plusieurs, peut-être 40-50% des projets qui ont été arrêtés. Avez-vous l'intention de vous impliquer dans ce projet-là? La bonne nouvelle, M. Laflamme, c'est que je suis déjà impliqué. Évidemment, je suis le genre de politicien qui travaille par concertation, qui rencontre les gens avant de faire des sorties publiques précipitées, un peu broche à foin. Malheureusement, c'est tout le temps déplorable là, parce que souvent, ces gens-là font des sorties publiques de façon sont plus carriéristes. Mais mon but, c'est que pour bien évaluer ce projet-là, que même la compagnie Ariane Phosphate n'a pas la réponse à toutes les questions qui ont été soulevées dans la population. Mais donc, il y a certains enjeux certaines questions qui sont plus encore nébuleuses. Mais définitivement, je suis déjà au courant de ce dossier-là. J'ai rencontré en fin de semaine le collectif là, de citoyens de l'Anse-à-Pelletier qui avaient des préoccupations, qui ont encore des préoccupations par rapport à ce projet-là. Alors, c'est important pour moi d'aller chercher les deux côtés de la médaille. Alors, je les ai rencontrés. Puis là, justement, durant ma belle semaine au Saguenay, puisqu'on a, en tant que politicien, on a une semaine sur 4 dans la région. Donc, c'est aussi prévu de rencontrer là, Ariane Phosphate selon leur disponibilité. Aussi rencontrer les autres acteurs comme le maire, que ce soit le maire de Sainte-Rose, des Influgences, peu importe où est-ce que le projet va aller. Donc, je suis déjà au courant du dossier, puis je veux l'être encore davantage là, pour qu'on me rassure, un peu comme on a fait avec la mine Niobec. Lorsque 2 ans, ça a été annoncé, la mine Niobec, la population de Saint-Honoré avait des grandes craintes. Puis même moi aussi, par rapport à ce projet-là, au cœur de la ville, j'en avais beaucoup. Mais au cours de mes nombreuses rencontres avec la mine Niobec, ils m'ont beaucoup rassuré. Puis même eux, ils ont fait un excellent travail d'accessibilité, oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Acceptabilité. Merci, j'avais accessible dans la tête. Mais donc, pour moi, il y a 3 piliers qui sont importants. Le développement économique, c'est très, très important pour la région, mais il faut que ça se fasse de concert avec la population qui embarque dans le projet et aussi avec la protection de l'environnement. Alors, avec Ariane Phosphate, je crois à la bonne foi des propriétaires et des exploitants, mais sauf qu'il y a encore des questions qui vont devoir être répondues. Puis même eux, là, ont dit qu'elle est retournée à la table à dessein. Alors, il y a beaucoup d'incertains, mais je vous rassure, je suis au courant du dossier, puis je suis en contact avec les agents. Le quotidien aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Je fais ma revue là, des quotidiens à tous les jours, mon cher. Est-ce que c'est difficile des dossiers comme ça qui, à prime abord, semblent provinciaux, mais que le député peut être invité à prendre position? Est-ce que c'est toujours un peu
malaisant, si on veut? Ou aucunement. Puis même ce dossier-là, il y a vous allez prendre position. Vous pourrez arriver au bout de ligne à prendre une position ferme, mais pas seulement dire que vous avez écouté. Exactement. Mais ça va être une décision qui va être réfléchie aussi. C'est pour ça que il faut consulter tous les... Bien sûr, ça ne presse pas. Là, le développement. On a encore bien du temps avant de passer à la prochaine étape. Même le tracé, comme j'ai dit, elle va être retravaillée. Donc, il faut convaincre la population. Mais par rapport à votre point, concernant le fait que c'est pas tant fédéral, au contraire, vous oubliez qu'on va construire, selon les plans, on va construire un port. Oui. Et exactement, les eaux navigables, ça relève de la juridiction fédérale. Alors, en temps et lieu, même là-dessus, j'ai des questions par rapport à cet aspect-là qui relève de la juridiction fédérale. Puis en temps et lieu, on va avoir toutes les réponses à nos questions. Mais comme j'ai mentionné, le but, c'est pas de s'opposer, c'est trouver un mariage parfait entre le développement économique, l'accessibilité, l'acceptation sociale et la protection de l'environnement. Puis je pense qu'avec la bonne foi, on est capable de trouver une bonne solution à ça. Merci. Prochaine question, Bertrand Tremblay. Par la suite, Jean-Pierre Girard. Monsieur le Président, vous me permettrez de faire un commercial avant de poser ma question à M. Morin. Vous annoncez que c'est ce soir que la direction d'AL 13 va lancer son 39e numéro qui porte essentiellement sur la situation de l'industrie de l'aluminium au Québec et dans le monde, avec des spécialistes un peu partout, dont notre ami Roger. Le 13. Alors, ma question à monsieur le député est celle-ci, justement, en ce qui concerne le développement de l'industrie de l'aluminium au Québec, la transformation qui intéresse tout le monde, évidemment. Est-ce que les inquiétudes qu'ont manifestées les PME, les politiciens et des agents de développement lorsque le CTA, le Centre des technologies de l'aluminium, a modifié sa vocation, le Centre des technologies qui est sur le campus de l'Université du Québec à Chicoutimi, est-ce que ces mêmes inquiétudes existent encore? Quelle est la situation du CTA et est-ce qu'il dessert toujours les PME comme auparavant? Bien, merci beaucoup de votre question. D'abord, je tiens à dire que oui, c'était déjà prévu que j'allais être présent là, au lancement ce soir. C'est au plaisir de vous y voir. Mais justement, c'est un excellent point. On en avait parlé au dernier cercle de presse. Et là, donc, l'annonce était assez fraîche aussi. Et on se demandait vraiment si toutes nos craintes, puisqu'encore là, le changement de vocation au CTA, le fait que la tête dirigeante quittait, il y avait des larges inquiétudes. Et tout comme, j'avais des inquiétudes, tout comme la majorité des intervenants que vous mentionnez dans le secteur de l'aluminium. Mais justement, la bonne nouvelle, c'est pour ça que en politique, ça vaut la peine, c'est préférable d'avoir une approche prudente et posée de concertation, même et de ne pas s'opposer nécessairement. Et dans ce cas-là, le changement de vocation, quoique je ne suis pas convaincu qu'en sortant gagnant de ça, on ne sort pas perdant. Les craintes que j'avais à ce moment-là, c'est qu'étant donné qu'on changeait de vocation, puis le CTA allait surtout être focusé sur l'aluminium en lien au secteur automobile, c'est qu'on allait mettre de côté tous les projets là, qui n'étaient pas automobiles, mais même l'année passée, il y a 15 à 20 projets là, qui étaient reliés au secteur de l'aluminium, mais pas au secteur de l'automobile, qui ont été mis de l'avant. Puis je pense que même de ce temps-ci, au CTA, ils travaillent sur un projet éolien. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le changement là, de la vocation n'a pas eu l'effet néfaste là, qu'on appréhendait. Puis les gens dans le secteur de l'aluminium ont été rassurés aussi. On vu qu'avec le CTA, même c'est sûr qu'il y a une période de réadaptation, de transition lorsqu'il y a un changement, mais les gens sont rassurés. Encore là, évidemment, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Il y a d'autres changements potentiels. Mais moi, présentement, en tant que politicien, je suis rassuré. Parce que c'est important de garder notre créneau de l'aluminium. Mais mes appréhensions de ce temps-ci sont davantage avec le fait que Montréal est gourmande et qu'elles veulent... mais en même temps, je comprends, là, il faut juste s'assurer qu'on garde une société de la vallée de l'aluminium forte et que justement, qu'on continue de faire tout ce qu'on peut faire dans notre région pour encourager la deuxième transformation, même si des fois, on se fait voler nos bonnes idées par les Chinois. mais sinon, moi, je suis rassuré. Je suis rassuré par rapport au CTA. Mais évidemment, je vais continuer de faire comme je fais présentement, puis demander des nouvelles de temps en temps à la direction du CTA. Et les menaces d'Alcoa, vous en pensez quoi? C'est sûr que j'aime pas vraiment quand les entreprises
utilisent leur poids, parce qu'ils ont quand même un poids lourd dans la population pour faire des menaces. Mais évidemment, ça relève davantage de la juridiction provinciale avec l'électricité. J'espère simplement que tous les acteurs dans ce dossier-là vont plutôt négocier et non à coup de menace. Je pense que c'est jamais bon parce que ça crée de l'incertitude, l'inquiétude. Je comprends pourquoi les gens font ça, là. Mais c'est dommage parce que ça crée de l'incertitude autant pour les marchés financiers que pour les gens qui travaillent dans ce secteur-là. Merci. Prochaine. Oui, deuxième tour, M. Tremblay. On va sur l'aluminium. Pour compléter mon commercial, c'est au cégep de Jonquière que le lancement... Et en ce qui concerne ça serait bon de poser la question à notre ami Roger, qui est vraiment un spécialiste. Non, oui, mais ce qu'on là, c'est pas mon secteur. Non, mais je vais ramener votre question. Vous avez terminé, là, c'est bon? Non, mais c'est terminé, oui, ça va. OK. Prochaine question, Jean-Pierre Girard. Par la suite, Laval-Gagnon. J'ai failli perdre le contrôle, là, mais... C'est une situation embêtante. Bon. Je pourrais bien vous faire une petite annonce aussi pour vous dire que j'ai une intéressante émission de 16h à 18h. Mais je me rendrai pas jusque-là. On se passe à tout le monde en parle. Un petit commentaire, M. Morin. Il y a eu des élections toutes récentes là, à Saguenay. Le maire a été réélu, M. Jean Tremblay. J'aimerais ça savoir, ça fait 2 ans et demi que vous êtes député maintenant. D'abord, vos commentaires sur cette élection. Qu'est-ce que vous pensez de la réélection de Jean Tremblay? Et est-ce que vous travaillez de temps à autre sur certains dossiers avec le maire Jean Tremblay? Si oui, lesquels? Et sinon, le déplorez-vous? Aimeriez-vous travailler de façon plus étroite avec les autorités municipales de Saguenay? C'est sûr. D'abord, je félicite tout le monde qui ont participé, là, soit qui ont gagné leurs élections ou qui ont été défaits. Je sais à quel point que ce temps de campagne-là est cruel, peut devenir cruel pour certains. Donc, ça demande un sacrifice énorme là, au niveau familial, financier et autres là, pour ces gens-là. Alors, je félicite tout le monde qui ont participé là, de loin et même les équipes là, de campagne pour chaque candidat. Mais puis je félicite aussi, il y a eu beaucoup de changements, mais c'est pas juste au niveau à Saguenay, mais dans tout le bas Saguenay, là, dans mon territoire, il y a eu beaucoup de changements, donc il y a plein de nouveaux maires à rencontrer. Je les ai appelés pour les féliciter, évidemment, tous les nouveaux maires. Mais il y a beaucoup de gens que j'ai hâte de connaître, car pour voir ce que je peux faire au niveau fédéral pour aider chaque maire au niveau de leurs priorités locales. Évidemment, monsieur le maire à Saguenay est bien connecté aussi avec Denis Lebel, là, alors souvent, il préfère l'appeler, mais j'y en tiens pas rigueur non plus. Mais oui, on a quand même des rencontres occasionnelles avec le maire, où est-ce qu'il me tient au courant de ses dossiers. Évidemment, avec tous les intervenants politiques, que ce soit des conseillers ou que ce soit des maires ou que ce soit des bureaux provinciaux, j'encourage tout le temps la concertation. C'est pour ça que j'aime travailler en concertation avec d'autres élus. Je l'ai fait dans le passé. Alors, puis évidemment, je félicite monsieur le maire justement de son élection à Saguenay. Mais sinon, à part ça, c'est un beau 4 ans. Que ça sert à rien, des députés de l'opposition. Je pense que je résume bien, ça passe. C'est à peu près. Je pense pas d'aller trop loin en disant ça. La question que j'aimerais peut-être lui demander... Ça doit être difficile pour vous, non? Non, moi je pense pas, mais peut-être la question que vous pourriez lui demander, c'est est-ce qu'il trouve que Danny Morin est inutile? Ça, je pense qu'il répondrait que je suis utile, parce que il y a beaucoup moi, en tant que tel, je suis un porteur de ballon. C'est monsieur le maire, on a ciblé au cours... Des passes à Denis Lebel. C'est pas grave, je suis un joueur... Il n'y avait pas trop de remise dans le champ arrière. Je suis quand même un joueur d'équipe, je suis bon joueur. Mais monsieur le maire, quand on se rencontre, on parle de ses projets pour le développement économique de Saguenay. C'est quand la dernière fois? Là, je le croise beaucoup dans les réceptions, mais on est dû pour une bonne rencontre pour me parler de son prochain 4 ans, de ses priorités. Mais lors des nombreuses rencontres avec monsieur le maire, les dossiers, c'était les douanes qui avaient priorisé. Puis là, on s'était entendu pour travailler chacun là, sur ce dossier-là, parce qu'on a ciblé tout. Puis c'est ça, il faut marcher par consensus. Quand on a un consensus au niveau des projets majeurs dans une région, il faut travailler ensemble. Peu importe le parti, peu importe le palier, je suis un joueur d'équipe, je travaille ensemble avec tout le monde. Mais sans trop me tromper, j'ai l'impression que dans le dossier des douanes, l'ascenseur, vous n'êtes pas trop revenu. J'ai eu l'impression, quand on a reçu Jean Tremblay aussi au Cercle de la presse, lorsqu'on lui parlait des douanes et de l'implication de Danny Morin, c'est comme si c'était un de vos dossiers, que ça ne le dérangeait pas. Puis
dans le cas de les douanes a été annoncé, vous n'avez eu aucun retour d'ascenseur. Il n'y a personne qui est sorti publiquement pour dire on l'a eu grâce à Danny Morin, on l'a eu grâce au travail de Danny Morin, puis vous aviez travaillé là-dessus, mais l'ascenseur n'est pas revenu politiquement et publiquement. Là. Moi, je suis en politique pour aider les gens. Je pour aider les gens pour faire avancer ma belle région. Et ultimement, là, c'est bon pour la région. Je me dis, ce qui gouverne mes prises de décision au quotidien, c'est bon pour la région, j'embarque. Alors, mon but, c'est pas de me faire du crédit politique. C'est sûr que j'apprécie quand les gens reconnaissent là, le travail que j'ai mis dans un tel dossier ou un autre. Mais mon but, c'est de partager, les victoires. C'est pour ça que le dossier du bureau de poste à Chicoutimi-Nord, c'est un travail là, d'une communauté entière. Souvent, il y a des choses en tant que politiciens qui nous frustrent avec l'appareil gouvernemental, mais si on est tout seul à pousser ces dossiers-là, ben ça avance nulle part, ça aboutit en échec. Mais quand tout le monde est de concert là-dessus, que ce soit les douanes, que ce soit le bureau de poste de Chicoutimi-Nord, ben tout le monde sort gagnant. Puis je pense pas que c'est tant... Je pense que ça ferait un petit peu opportuniste de se lamenter de ne pas avoir, pas avoir tout le mérite là, qu'on a doit. Mais en même temps, on regarde souvent les politiciens, leur travail qu'ils ont fait lorsqu'ils ont quitté la vie politique. C'est pas près d'arriver pour moi, inquiétez-vous pas, en 2015, je vais être avec vous encore. Mais dans plusieurs années, on pourra faire le bilan de mes mandats, puis après ça, on en tirera les conclusions que les gens ont tirées. Merci. Prochaine question, Laval-Gagnon. Monsieur Morin, je voudrais revenir sur le dossier de Ariane Phosphate là, et du projet de construction, dans le fond, d'aménagement portuaire. On peut parler donc d'un mini-port. Comme vous l'avez souligné, le trafic maritime dans le fjord relève des lois fédérales. Et dans notre région, c'est Port-Saguenay qui est responsable du trafic maritime et de toute cette gestion-là. On sait que Port-Saguenay a développé Grand-Anse et que des investissements à grands frais qui viennent d'être faits pour la desserte portuaire, la desserte ferroviaire, c'est-à-dire. Et en même temps, il y a un grand projet de parc industrialo-portuaire, disons. Et donc, quand on regarde ça très clairement, on se rend bien compte que le projet de Ariane Phosphate vient en contradiction, ou en tout cas, n'est pas dans la lignée de ce que prévoyait Port-Saguenay, mais qui est de toute façon impliqué aussi dans l'affaire de Ariane Phosphate. Et est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, donc, quand on regarde tout ça relève du gouvernement fédéral, de loi fédérale, d'interpeller un peu plus directement Port-Saguenay dans le sens comment il voit cette question-là, comment il peut expliquer qu'on nous a servi une vision très, pour le moins optimiste du développement de Grand-Anse, et qu'à la première occasion, l'investissement se fait ailleurs. Et d'autre part, la ville, évidemment, pourrait être interpellée, ou les élus locaux pourraient être interpellés, mais est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans une situation comme on a à Québec, où le port de Québec fait ses projets, la ville proteste un peu, il y a notamment le dossier plus récent de construction de silos et tout ça, il y a eu les activités industrielles dans le port. Est-ce qu'on n'est pas devant une situation où Port-Saguenay devrait être questionné puis interpellé plus directement? Personne n'en parle, alors que c'est cet organisme-là qui est responsable du dossier au niveau fédéral. Port-de-Saguenay a quand même commenté là, je ne vais pas parler des décisions d'Ariane Phosphate parce que c'est pas décidé, mais c'est sûr que c'est peut-être la chose que, disons, que je déplore par rapport à la façon dont ça a été annoncé. Pas mal toute la population l'a appris en même temps. Et puis justement, puis là, j'encourage Ariane Phosphate de s'inspirer de l'approche de Niobec, où est-ce qu'on sensibilise là, les acteurs du milieu avant de faire une annonce pour afin de. Port-Saguenay, c'est d'un côté, c'est le développement d'un privé de l'économie. Alors, eux souhaitent quand même avoir ce trafic-là. Je crois que c'est encore dans les options qu'il l'est. Il faut faire valoir les avantages économiques de ça aussi, parce qu'évidemment, la desserte ferroviaire, c'est un projet que j'avais approuvé, puis je crois encore au potentiel de ça. C'est pour ça que, justement, ça va faire partie d'une des nombreuses questions que je vais poser à Ariane Phosphate et que je m'attends à avoir une bonne réponse convaincante
par rapport à ça, parce que, évidemment, lorsqu'on parle parce qu'essentiellement, la nouvelle décision de passer par justement l'Anse à Pelletier plutôt qu'aller avec la desserte ferroviaire, c'est pour sauver quelques millions de dollars. Mais évidemment, est-ce que ça vaut la peine pour quelques millions de faire ça? C'est une des questions que je vais leur poser. Mais définitivement, ça va leur faire du bien de s'asseoir à la table de dessin, mais évidemment, il faut que je les encourage davantage à consulter activement les gens du milieu. Je sais qu'ils l'ont fait à Alma, au Lac-Saint-Jean, lorsqu'ils ont voulu faire... Le premier tracé passait par Alma. Ils ont beaucoup consulté les gens du lac. Mais là, avec la nouvelle décision de passer par Saint-Fulgence, bien, je pense que les gens du milieu ont été moins contactés. Puis justement, je les encourage là, pour le bon déroulement de ce développement économique-là, de consulter les gens davantage. Est-ce que le NPD est remis de la mort de Jack Layton? On a l'impression qu'avec Thomas Mulcair, ça n'a pas nécessairement... Bon, il faut suivre des sondages. Pas l'impression que ça a levé énormément au Québec. Il y a même eu une vague, Justin Trudeau, après son élection. Mais on peut peut-être penser que s'il y avait des élections très bientôt, très prochainement, au Québec, ça serait extrêmement difficile de répéter qu'est-ce qui a été accompli par Jack Layton lors de la dernière élection. Bien, d'abord, en 2 points... répliquer une vague, là, que ce soit la vague que les conservateurs progressistes ont eue dans les années 80 ou la vague néo-démocrate en 2011, de façon réaliste, tu ne peux pas t'attendre à avoir une vague à chaque année, mais vous soulignez quand même que le style de leader de Thomas est différent de celui de Jack. Ça c'est clair. Le but, ça n'a jamais été de prétendre là, qu'on avait trouvé un remplaçant ou une copie de Jack Layton. Chacun a leurs forces. Jack aussi avait ses faiblesses. Mais je pense qu'on a le meilleur premier ministre. On a le meilleur. Là, c'est un lapsus, là, mais on a le meilleur premier ministre là, au Canada avec Thomas Mulcair. Car si on compare avec le style de leader le style de leader de Stephen Harper, là, qui crée la grogne, qui ne travaille pas en collaboration, on peut demander au Québec en son entièreté excusez-moi, mais c'est vrai que vous savez, M. Lafleur, mais... c'est quelqu'un d'autre que je visais, là. Mais bref, le style de leadership de Stephen Harper crée que ce soit avec le gouvernement québécois ou que ce soit avec la population, c'est très difficile. Et Justin Trudeau, un homme très charismatique, mais qui se met tout le temps le pied dans la bouche à chaque fois qu'il parle. Donc, c'est un manque d'expérience, puis même des fois de jugement. Lorsque je fais référence, entre autres, la semaine passée, lorsqu'il dit que le gouvernement qui admirait le plus dans le monde, c'est la dictature de la Chine. Alors, on se pose clairement, je pense que la population canadienne, lorsque je parle aux gens, parce que j'appelle les gens ou je fais du porte-à-porte, je leur demande, est-ce que vous voulez vous débarrasser des conservateurs en 2015? Les gens, en grande majorité, disent oui. Et je leur dis, par qui voulez-vous vous remplacer? Les gens ne disent pas Justin Trudeau, ils disent là, Thomas Mulcair. Alors, moi, je suis très confiant pour l'avenir. Ils sont gentils. Les gens sont gentils. mais je pense que Thomas, il gagne à être connu. Il gagne à être connu autant au Québec, mais aussi à l'extérieur du Canada. Les gens, avec tout le bon travail qu'il a fait avec le scandale des sénateurs fraudeurs conservateurs, il s'est fait grandement connaître dans l'ouest du pays. C'était un défi principal, parce que les gens le connaissent. Au Québec, on le connaît. Thomas, écoute, il est en politique depuis les années 90. Mais dans le reste du Canada, il était moins connu. Puis justement, en le faisant connaître, les gens trouvent que c'est un homme compétent et quelqu'un qui aimerait ça voir à la tête du pays. Alors, c'est quoi l'importance de l'élection complémentaire dans Bourassa? Bien, c'est tout. Moi, je vois que toutes les batailles, que ce soit dans une circonscription albertaine ou québécoise, sont importantes. Évidemment, nous, on met beaucoup de ressources là-dedans. On se cache pas du fait que Denis Coderre, là, c'est un bastion libéral. Et Denis Coderre est très bien connu, très bien apprécié. Mais les gens apprécient Stéphane Moraille, qui a une certaine renommée, puis qui est près des gens. Puis en même temps, même si on s'attend que ça va être une lutte chaude là, entre libéral et néo-démocrates, je
je pense que les gens vont pas aimer que le candidat libéral ait décidé là, de quitter son siège à l'Assemblée nationale et ainsi déclencher des élections partielles qui vont coûter très, très cher à la population. C'est un peu le style libéral, hein, de prendre des décisions pour leurs intérêts personnels et que ce soit la population, les contribuables en paient le prix. Je pense que ça va être une élection qui va être très serrée. Puis nous, même moi, je vais donner mon coup de main en allant faire un tour là-bas. Mais comme gars de sport, je peux le dire, c'est un bon test. Là. C'est quasiment une élection de 4 points. Là. Mais je pense qu'il faut prendre... On met beaucoup d'énergie là-dedans, mais en même temps, c'est la population qui doit choisir. Il ne faut pas oublier que dans les élections partielles, les gens votent beaucoup aussi pour le candidat. Alors, c'est toute une donne différente, mais on met beaucoup d'énergie là-dedans. Merci. Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien, par la suite. Ah, il est parti! OK, bon. Bon, ben, avant d'aller à Louis-René Ménard, je vais poser une question. Vous avez beaucoup parlé du bureau de poste, bureau des douanes, bureau des passeports. Bon, là, c'est votre ancien collègue néo-démocrate qui est là. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat-là? Parce que vous parliez du bureau de poste qui était une question qui allait fermer, c'était un service qui allait partir. Oui. Mais là, on se retrouve dans un combat entre un service fédéral qui va déménager de 15 km et on fait le même combat que s'il allait fermer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, je regarde surtout la tendance lourde. Au cours des 2 dernières années, il y a tellement... Le gouvernement... Ce qui me dérange en tant que politicien, c'est lorsque le gouvernement conservateur enlève les services de proximité aux gens, que ce soit à Chicoutimi, à Jonquière... Il déplace, là. Oui, c'est ça. Mais, sauf que pour les gens de Jonquière, ils perdent quand même un service de proximité. On ne parle pas d'emplois qui sont abolis, mais c'est quand même une perte de services de proximité. Puis ça me dérange. Parce que comme j'ai mentionné, j'avais mentionné les 3 bureaux de poste qui ont voulu fermer. Ils ont réussi à en fermer 2 sur 3, mais sinon, il y avait le comptoir de l'Agence du revenu du Canada à Chicoutimi qui a malheureusement fermé. Ça, c'est un service qui a été beaucoup utilisé pour les personnes âgées, puis les personnes qui avaient des difficultés avec l'informatique là, pour aller chercher des informations par rapport aux déclarations d'impôts et tout. Et puis même... puis ça me dérange beaucoup. Mais on sait que en plus, Place du Marquis va fermer à Jonquière là, en mars 2015 aussi, ce qui est très déplorable. Et ça me dérange beaucoup quand on coupe. Donc vous êtes contre? Je suis contre le fait qu'on enlève des services de proximité, mais c'est clair que dans cette bataille-là, c'est la bataille de Claude qui doit faire valoir ses points. Mais c'est pour ça que je suis un peu étonné lorsqu'il mentionne que son plan B, c'est de déplacer ces services-là dans la Place du Marquis, quand on sait que ça va fermer en 2015. Si c'était néo-démocrate à Jonquière, est-ce que vous appuieriez Claude Padru dans sa démarche? On a un peu l'impression que ça serait simple pour vous de dire à Chicoutimi, on le veut pas, on veut que ça reste à Jonquière, mais là, c'est pas la même couleur politique. On a l'impression que ça joue un peu là-dedans. Probablement que je donnerais davantage des conseils sur comment mener cette bataille-là, parce que c'est pas une bataille facile. Il faut la présenter de la bonne façon. Il faut travailler davantage avec les gens là, qui ont lancé une pétition là, avant même que Claude annonce la sienne. Puis il faut trouver la bonne façon. Tout comme si je ramène au bureau de poste de Chicoutimi-Nord, nous, on avait appelé. On avait appelé au Poste Canada pour leur avoir demandé qu'est-ce que la population doit faire pour garder leur bureau de poste. Ils nous ont dit, en faites pas des pétitions, on ne va pas les recevoir. Vous ne direz pas publiquement, là, nous, on est contre que ça déménage à Chicoutimi. Moi, je pense que les gens... Moi, je pense que la population de Jonquière doit se mobiliser. Si la population ne se mobilise pas, bien, leur manque de participation va parler d'elle-même. Mais en même temps, je pense que les gens de Chicoutimi aussi vont apprécier avoir ce service-là de proximité. Mais je ne vais pas me battre pour arracher ça pour arracher ce service de proximité-là de Jonquière. Ça serait un petit peu hypocrite de ma part qui défend depuis 2 ans les services de proximité et qui se réjouit du malheur des autres. Mais définitivement, il faut que la population de Jonquière se mobilise pour garder ce service-là. Mais si elle se mobilise, ultimement, est-ce que vous pouvez prendre position et dire on ne veut pas que ça déménage à Chicoutimi? Je pense. Pourquoi est-ce que je m'opposerais à l'avoir à Chicoutimi? Bon, je pose la question. J'ai l'impression, en tout cas, je vous laisserai répondre. Prochaine question. Bertrand Tremblay. On va y aller à Louis-René Ménard avant et par la suite, on va revenir à M. Tremblay. Question sur la base du paquet de vide, M. Morin. Oui. Est-ce que vous avez des inquiétudes dans le contexte de la restructuration qui se passe au ministère de la Défense? En tout cas, ça a été annoncé par le nouveau ministre de la Défense pour l'ensemble du pays. Restructuration au niveau militaire, effectif civil aussi. Tout le dossier de... Qu'est-ce qui arrive du prochain avion de chasse au Canada, le F-35?
Comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce que vous avez des inquiétudes pour l'avenir de Bagotville, là, actuellement? L'avenir, non. Les décisions politiques qui se prennent à Ottawa par rapport et qui vont affecter Bagotville, oui. J'avais posé au mois d'octobre la question en Chambre là, au secrétaire parlementaire de la Défense nationale, encore par rapport à la restructuration des 4800 militaires et civils à travers le pays. Combien vont être affectés à Bagotville? Évidemment, le secrétaire parlementaire James Bezan a été évasif, mais dans sa réponse, lui-même a dit qu'il déplorait ou il était désolé du fait que les emplois qui allaient être menacés. Alors, je trouve ça déplorable que justement, selon le secrétaire parlementaire de la Défense nationale, James Bezan, il y a des postes à Bagotville qui sont menacés, parce que donc, on savait seulement avant, on avait comme information que c'était une restructuration à l'échelle canadienne, c'était vague un petit peu. Donc là, on parle d'emplois menacés, ça m'inquiète. Puis justement, c'est ce qui est dommage, parce que même les colonels à la base militaire, eux reçoivent leurs directives d'Ottawa, donc c'est des décisions qui se prennent à Ottawa. C'est pas de la petite gestion de poutine interne là, ici à Bagotville. Puis par rapport aux avions de remplacement des CF-18, c'est clair, pour la population canadienne qui va payer la facture de ça, je veux avoir le meilleur avion qui remplit les critères qu'on a établis et pour qu'on l'aille pour le meilleur prix. Donc, je suis content qu'on tombe pas tout de suite dans le F-35 là, qui ne répondait pas à nos critères de toute façon, puis qui avait été fait de façon assez louche, on pourrait dire, au niveau des ententes. Mais ce que j'applaudis là-dedans, c'est qu'on savait depuis le début que les avions, les CF-18 avaient une durée de vie jusqu'en 2020. Une durée de vie active là, jusqu'à 2020, et que là, qu'après ça nous coûtait très, très cher pour les garder là, en état de vol, là, en attendant d'être remplacés. Puis là, malheureusement, même à la base militaire de Bagotville, on est conscient, on est conscient qu'on va les avoir pendant plus que 2020. Alors encore là, c'est la mauvaise gestion conservatrice par rapport au procurement des militaires qui va coûter cher aux Canadiens, parce que, écoute, le budget de la défense coûte très, très cher. Je suis pleinement d'accord qu'on doit offrir des équipements de qualité à nos forces militaires, mais je pense qu'il faut un peu davantage de jugeote à Ottawa pour pas bâcler là, des contrats militaires demain. Merci. Prochaine question, Bertrand Tremblay. Par la suite, Jean-Pierre Girard. Le commissaire aux langues officielles vient de publier son rapport. C'est M. McKenzie, je pense, si ma mémoire est fidèle. En tout cas, je ne sais pas si... il a évidemment, comme d'habitude, des réserves et beaucoup de critiques. J'aimerais connaître votre perception du bilinguisme institutionnel. Et entre parenthèses, je n'ai jamais assisté là, à une séance des communes, de la période des questions. Mais je suis toujours surpris lorsque j'entends à la télévision, que je vois deux anglophones se parler, poser une question en français. Est-ce que c'est une astuce théâtrale ou ça passe véritablement comme cela? Bien, c'est un peu en deux volets. Bien, d'abord, puis c'est là que je donne le crédit là, au gouvernement de ce temps-ci. La première année qu'on est arrivé à Ottawa, c'était assez incroyable que durant la période de questions, les députés néo-démocrates là, québécois ont posé des questions en français au ministre, puis qu'ils répondaient en anglais. Ça, on trouvait ça bien ordinaire. Là. Mais pour avoir des bonnes relations avec plusieurs membres du caucus conservateur, puisque c'est important d'entretenir des bonnes relations aussi avec nos collègues à la Chambre des communes, plusieurs ont amélioré leur français ou prennent des cours. Alors, pour ces ministres-là et ces députés-là, je les félicite. Je pense que ça gagne tout le temps là, au pays quand les gens apprennent les deux langues officielles. Donc, je les félicite pour ça. Mais par exemple, là, on parle d'un autre enjeu carrément différent qui est dans la fonction publique, dans les hauts postes dans la fonction publique canadienne, que dans le processus d'embauche, que la qualité d'être bilingue, c'est pas un critère qui est tant important. Puis là, on sait qu'ils ne vont pas nommer là, des unilingues francophones. La réalité, c'est des unilingues anglophones ou avec un français très, 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 très mauvais qui sont élus à ces postes-là. Et lorsqu'on leur demande, que ce soit le vérificateur général, que ce soit des juges de la Cour suprême, il y en a une panoplie, là, puis ça s'additionne avec les années. Même le secrétaire de presse là, du premier ministre là, qui ne pouvait pas répondre aux questions en français des journalistes. Hey. Mais
c'est déplorable. C'est déplorable parce que lorsqu'on pose la question au gouvernement, mais pourquoi est-ce que... Écoute, on en a des gens de qualité au pays là, pour choisir, pour les mettre dans ces postes-là. C'est des postes très bien payés, très bien convoités. Comment ça se fait que c'est pas un critère obligatoire? On nous répond que on trouve que la compétence de la personne est davantage importante. Donc, c'est un peu nébuleux, la compétence de la personne. Puis, on peut nous donner... C'est difficile d'évaluer la compétence en deux personnes, mais ce genre de raisonnement-là, ça donne l'impression que les francophones seraient moins compétents que les anglophones. Puis ça, c'est vraiment enrageant. Donc, je pèse mes mots, c'est enrageant. Je suis un fier défendant de la langue française, pas juste parce que je suis un fier Saguenayen aussi, là. Mais c'est pour ça aussi que ma collègue néo-démocrate, Alexandrine Latendresse là, de Québec, elle a marqué un très, très bon coup lorsqu'elle a fait adopter, elle a convaincu les députés conservateurs de l'autre côté d'adopter là, son projet de loi personnel. Moi, c'était l'intimidation. Elle, c'était là, pour que ça soit clair que les 10 postes les plus importants dans la fonction publique là, fédérale soient des postes bilingues, ce qui n'était pas le cas avant. Puis c'est pour ça qu'elle a dû mettre ce projet de loi-là. Elle a travaillé d'arrache-pied Alexandrine pour faire adopter son projet de loi. Elle a convaincu tout le monde en Chambre des communes. Puis ça a été une bonne victoire pour tous les Canadiens. Parce qu'il ne faut pas oublier que qu'on a des communautés francophones aussi à travers le pays. Là. Puis eux aussi, là, je me promène dans le pays, là, puis j'y rencontre ces communautés francophones-là, puis ils l'ont pas facile. On est dans un contexte où est-ce qu'il y a les budgets au niveau du bilinguisme, ou qu'il soit la contestation, l'aide financière pour la contestation par rapport à la langue. Les communautés francophones à travers le pays l'ont pas facile. Puis c'est important que pour eux, que le Canada reste un pays bilingue. Puis c'est pas sous Stephen Harper, malheureusement, qu'on est davantage bilingue. Hein. Merci. Pas question de faire un pays francophone, non? Non. OK. Prochaine question, Jean-Pierre Girard. Oui, M. Morin, je suis un peu mêlé. Allez-y. J'ai écouté une nouvelle hier soir, les Philippines, et puis je voyais le Canada qui envoyait un corps expéditionnaire pour venir en aide, tout à fait louable, évidemment. Là, je me disais, mais c'est pas le corps expéditionnaire qu'on devait avoir à Bagotville, ça. On est rendu où avec ça? Qui avait été annoncé en 2006 par Stephen Harper. C'était ça, c'était un corps expéditionnaire d'urgence qui devait aller dans des situations comme celle qu'on voit aux Philippines, qui devait être basé à Bagotville, je crois. On en est rendu où avec ce corps expéditionnaire? Est-ce qu'on y croit encore? Bref, qu'est-ce que vous avez, vous, comme information sur ce sujet-là? Il est en développement, il est en place. Donc, c'est pas pour rien qu'on a quand même, depuis cet été, le colonel Simoneau, qui est responsable de la deuxième escadre, qui lui, monte son équipe. Là, à chaque été, à chaque année, on a davantage de militaires là, qui vont former ce noyau-là. On nous avait dit 550 militaires qui allaient faire partie de cet escadron expéditionnaire, 100 civils. Et là, à chaque année, on n'a pas encore toute l'équipe. Puis c'est pour ça que le gouvernement conservateur, pour plusieurs raisons financières et autres, là, puis de priorités politiques, disent qu'on va avoir tous ces gens-là seulement qu'en 2015. Alors, le corps n'est pas formé au complet, sauf que les gens sont déjà sur la base militaire. Mais au Canada, on est quand même habitué là, d'envoyer des missions, là, que ce soit en Jamaïque, à Haïti ou à d'autres endroits pour venir en aide aux gens. Puis définitivement, j'ai encore plus hâte que toute l'équipe soit mise en place à Bagotville, parce que le problème avec ce dossier-là de l'escadron expéditionnaire, c'est qu'on s'est fait un peu berner là, par les conservateurs depuis... je pense ça remonte depuis 2010, lorsque l'annonce avait été faite à ce moment-là par le ministre de l'époque. L'échéancier, à chaque année, là, il est repoussé d'un peu plus. Puis ça, c'est encore là de la mauvaise gestion là, des conservateurs par rapport au dossier de la défense nationale. Puis souvent, ils s'en servaient là, comme point central là, au niveau d'une campagne électorale. Puis ça, c'est pas correct parce que toute la population l'attend, tout ce bon monde-là, que ce soit les commerçants ou autres. Mais la bonne nouvelle, puis là, c'est pour ça que je suis en pleinement confiance avec le colonel Simoneau en charge de la deuxième escadre. C'est un homme que j'ai le plaisir de rencontrer à quelques reprises, une tête sur les épaules. Puis justement, c'est un gars de terrain qui connaît bien son dossier. Mais encore là, c'est le problème. Quand le fédéral ne va pas envoyer les fonds qu'ils ont besoin pour mettre en place les infrastructures pour accueillir ces militaires-là, bien là, c'est encore là de l'incompétence conservatrice. Oui, Jean-Pierre. Le prix du député? Ben oui.
Oui, prix du député, il y avait une mise. Enfin, les gens pouvaient s'inscrire. Oui, je crois que c'est terminé. Jusqu'au 1er novembre, oui. Est-ce qu'il y a eu un certain intérêt? Très bon intérêt. Puis justement, j'ai rencontré un des membres du jury, Mme Godreau, au Salon des métiers d'art hier. Puis elle avait reçu tout le dossier des candidatures. Puis elle était très impressionnée de la qualité des candidatures. Donc, le jury va avoir là, des beaux défis là, pour choisir là, les récipiendaires qui se sont le plus démarqués, qui méritent le plus qu'on souligne leur travail d'implication dans la communauté. Mais là, comme vous le savez, les gagnants, les récipiendaires vont être annoncés le 14 décembre à mon goûter des fêtes à la baie, donc haute plug, coin Bagot Victoria. Alors, vous allez devoir patienter à la mi-décembre pour connaître le nom de ces gagnants-là. Il nous reste environ, je crois, 2 minutes. Dernière question. Dernièrement, dans les médias, il y a le ministre Denis Lebel qui a dû se défendre que il y a eu trop d'investissements au Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport aux autres régions au Québec. Ça avait été un peu la même chose avec Jean-Pierre Blackburn dans le temps où il était à Jonquière. En quoi les électeurs de Roberval auraient été mieux servis avec un député du NPD? OK, d'abord, je vous corrige. C'est pas plus d'argent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On fait référence, c'est vraiment plus d'argent dans le comté de Denis Lebel de Roberval. Si on fait référence de Roberval, en quoi les acteurs de Roberval auraient été mieux servis? C'est pour ça que je voulais juste vous corriger. Parce que le problème, c'est que, je vais faire un petit rappel, c'est que il y a 2 ans, on a eu, sur une période d'1 an et demi, là, le Fonds d'amélioration des infrastructures communautaires. On sait que c'est un secteur communautaire. Le secteur communautaire n'a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'aide fédérale qui se désengage souvent. Alors, il y avait un fonds spécialement pour aider, là, soit à avoir des nouvelles infrastructures communautaires ou les améliorer. Et là, malheureusement, écoute, j'ai aidé des applications, là, des gens qui ont appliqué pour Chicoutimi pour avoir accès à ce programme-là. Et malheureusement, la plus grosse part du gâteau est allée là, dans la circonscription de Denis Lebel. Puis ça, c'est déplorable parce que, évidemment, ça se fait derrière... Les gens de Roberval, donc ça a été bon pour eux autres. Ça se fait derrière... Mais là, moi, je suis pas en politique pour acheter des votes. Sauf que quand je regarde là, les circonscriptions conservatrices qui ont reçu plus d'argent là, des membres conservateurs, particulièrement de Denis Lebel, qui par le plus grand des hasards était le ministre responsable de ce programme-là fédéral, où est-ce que tous les contribuables là, de la région, mais du Québec, ont cotisé ont payé avec leurs taxes et leurs impôts pour former ce programme-là, et là que ça a été mal réparti à travers le pays, mais aussi mal réparti à travers le Québec. Ça me frustre aussi parce que je trouve là, que ça ressemble pas mal à un comportement où est-ce qu'on achète des votes, on achète l'appui des gens. Il faut être solidaire. Cet argent-là doit servir toutes les circonscriptions. Puis on a été délaissés au Saguenay. Puis ça démontre encore là le comportement arrogant des conservateurs, où est-ce qu'ils choisissent des gagnants et des perdants. Et ils ne sont pas juste envers toute la population. Merci beaucoup, Danny. Merci beaucoup, Danny Morin. Bonne fin de mandat. Merci d'avoir été là. Il reste la job. Oui. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est Gilbert Dominique, chef du conseil de bande de Masteuillage. Le pied caca milieu, tes week-ends. Merci, Danny. Ouais, c'est belle. Merci beaucoup.